J'ai le caillou! J'ai le caillou! J'ai le caillou! Vous avez rien compris à cette introduction? Bah c'est normal, c'est que vous avez pas regardé la première vidéo. Du coup, je vous mets dans le petit i et en description le lien de la première vidéo, et nous on continue sur le même sujet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième horlogisme sur les montres à quartz. Dans le dernier épisode, on vous a raconté cette période charnière qu'on appelle communément la crise du quartz. Bon, pour celle-ci, on commence par quoi? Bah c'est simplement, hein, on a déjà évoqué une grande partie des noms dans la dernière vidéo, donc autant les prendre dans leur ordre d'apparition, non? Alors c'est parti. Bon, je suppose qu'on va les prendre dans l'ordre de création, non? Ouais, on va éviter de perdre tout le monde, on part déjà bien assez dans tous les sens avec la précédente et très certainement celle-ci. Donc les montres à diapason, je suis déjà pas sûr que tout le monde sache ce qu'est un diapason, alors une montre à diapason, ça doit être encore plus chelou. Ouais, effectivement, on peut reprendre les bases. Un diapason, c'est un bout de métal en forme de Y qui, quand on vient le frapper, se met à résonner à une fréquence très précise, généralement 440 Hz, et donne la note de référence là. C'est d'ailleurs exactement le même son qu'on avait dans les vieux téléphones quand on décrochait avant de composer un numéro. Ok, donc le diapason, c'est un bout de métal qui vibre, mais du coup, on le met où et surtout, on l'utilise comment? Et c'est qu'en 1953 qu'on a pensé à utiliser le diapason, ou bien on a déjà vu des pendules utiliser le même principe? Alors, l'idée géniale du diapason, c'est de supprimer complètement le balancier spiral et l'échappement, et d'utiliser le diapason. Comme dit juste avant, le diapason a la propriété physique de résonner à une certaine fréquence très précise. Mais quand on parle de résonner, pour que ça fasse du bruit, c'est que les deux lames viennent vibrer à une vitesse constante. Du coup, on va venir utiliser ces vibrations précises pour faire avancer tout le rouage. Allez quand même, ils sont partis loin. Mais t'as pas répondu à ma deuxième question. C'est une idée complètement nouvelle ou bien pour changer on la doit à un horloger du 19e siècle? Bah, pour changer, le brevet pour l'utilisation d'un diapason comme système réglant d'une pendule, on la doit à Breguet. Attends, encore Abraham Louis Breguet? Pas tout à fait, mais son petit-fils, Louis-Clément Breguet, qui a fabriqué une pendule à diapason en 1856 en utilisant un diapason de 25 cm. Ouais bon, ils étaient visionnaires de père en fils quoi. Ouais, c'est à peu près ça, hein. D'ailleurs, cette pendule existe toujours et se trouve au Musée International d'Horlogerie de la Chaux-de-Fonds, ici en Suisse. Si jamais, ça pourrait intéresser des gens. Ok, donc pour en revenir à nos montres électroniques et simplifier le tout, on remplace le balancier spiral par un échappement, un diapason, on fait vibrer via un système électronique à transistor, et une pile pour alimenter le tout. Mais comment on fait pour avancer les aiguilles? Eh ben, c'est là toute la beauté et la révolution de ce système. Puisque, jusqu'à maintenant, et comme on vous l'avait déjà expliqué précédemment, le balancier spiral et l'échappement servent juste à donner le tempo de la montre et dire à quelle vitesse tout doit tourner. Et là, eh ben c'est tout l'inverse, c'est le diapason qui fait tout avancer, tout en en donnant le rythme. Le diapason a une forme particulière, puisqu'en haut il possède deux aimants, ces derniers viennent se placer à l'intérieur des deux bobines électriques, et quand on fait passer un courant électrique dans une bobine, ça crée du magnétisme, attirant ou repoussant l'aimant en haut du diapason. Dans les mouvements accutron de chez Bulova, le diapason est réglé pour osciller exactement à 300 Hz, soit 300 allers-retours par seconde. Comme on peut le voir, sur un des bras du diapason est fixé un mini cliquet et avec un tout petit rubis au bout. C'est ce tout petit cliquet qui, à chaque déplacement, va venir faire avancer d'une dent la roue à rochet qui, du coup, possède 300 dents. Et donc, pour ceux qui sont encore là et qui suivent, la roue à rochet va donc faire un tour complet toutes les secondes, et après, si je suis ta logique, c'est un simple rouage des multiplicateurs qui va venir faire que la chaussée fait un tour à l'heure et la roue des heures, un tour en 12 heures. Exactement, hein, rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà expliqué.
Mais comme je le disais, ce qui est une révolution, c'est la précision, puisqu'à la même époque, les meilleures montres mécaniques n'étaient qu'à 5 Hz au grand maximum, pour celles tournant à 36 000 alternances-heure, et en général plutôt vers 4 Hz pour les 28 800 alternances-heure. On est du coup sur une montre 72 fois plus précise. Et c'est surtout là qu'intervient la véritable révolution. Ces montres électroniques deviennent fiables avec une précision d'environ 2 secondes par jour, ou d'1 minute par mois. Quand on sait que les meilleures montres mécaniques actuelles ayant la certification du COSC doivent se tourner entre -4 et +6 secondes, ça fait une sacrée différence. Ah ouais, et en plus on est sur un système dit électronique, mais qui reste une approche très mécanique, car l'électronique sert juste à mettre en vibration le diapason, tout le travail est fait par le déplacement mécanique du diapason, et un rouage tout à fait standard pour afficher l'heure. Oui. Par contre, et c'est en grande partie pour ça qu'on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui, ça reste des mouvements assez fragiles et très compliqués à réparer. Ok. Donc le deuxième type de montre électronique, c'est les mouvements type dinotron. Ils ont quoi de particulier ceux-là? Alors, on reste un peu dans la même idée qu'avec l'acutron, car on est encore sur un mouvement où c'est l'organe réglant qui sert également de moteur pour le mouvement. Par contre, ici, la montre a quelques éléments qui sont beaucoup plus proches d'une montre mécanique, puisqu'elle possède un balancier spirale et un échappement à encre. Ok, je vois bien qu'il y a des éléments qui font penser à une montre mécanique, mais bon, on est quand même déjà parti bien loin d'une montre mécanique standard à ce niveau-là. Oui, on est bien d'accord. Si on reprend, pour ce type de montre, on retrouve comme dans toutes les montres électroniques. Une pile, ouais, je vois que ça suit. C'est elle qui vient fournir l'énergie au mouvement. Puis, un circuit électronique comportant un transistor vient envoyer des impulsions dans une bobine, mettant en mouvement le balancier. C'est ce dernier qui est assez particulier car il est double, en plastique et possède 2 aimants qui viennent des 2 côtés de la bobine. Et là, on retombe sur le même principe que l'acutron, où le balancier devient moteur et fait tourner tout le rouage à une certaine vitesse permettant d'afficher l'heure. Mais du coup, on avait quoi comme précision? Car avec un balancier spirale, on ne devait pas être aussi bon que chez Bulova, non? C'est tout à fait exact, hein. Avec ce système, on se retrouve avec exactement les mêmes précisions qu'une montre mécanique de la même époque, surtout que là on était sur du 3 Hz. Donc pas du tout sur quelque chose de plus précis. Par contre, vu qu'on est sur une pile, la montre tient quand même bien plus longtemps qu'avec un ressort, typiquement le calibre 9150 et ses dérivés produits par Ebosch SA, l'ancêtre d'État, se retrouvent dans plein de marques différentes telles que Certina, Girard-Perregaux, Hamilton, Mido, Tissot ou encore Zodiac et tenait une année. Ouais, ça aurait tissé large, mais on comprend assez vite pourquoi ce système a été mis au garage puisqu'on n'est pas meilleur que la concurrence. Après ces 2 premiers types de montres électroniques, on arrive donc maintenant à la montre à quartz que tout le monde connaît. Mais du coup, celle-ci, comment elle fonctionne? Pourquoi on est toujours sur cette technologie? Alors, pour le quartz, on est au final pas loin de l'idée qu'on a utilisée pour les acutrons avec leur diapason. Mais il faut remonter un peu avant d'attaquer dans le vif du sujet des montres. Tu vas nous dire que le quartz c'est une pierre, non? Pas loin, mais oui, il faut quand même qu'on aborde le principe de la piézoélectricité. Bien entendu, tout le monde sait parfaitement de quoi il s'agit. Donc, comme je tentais de le dire, la piézoélectricité, c'est une propriété que possèdent certains matériaux de produire de faibles courants électriques quand on les comprime ou on les étire, ou à l'inverse, quand on parle de l'effet piézoélectrique, lorsqu'on envoie du courant dans un quartz, il va se compresser et s'étirer. En gros, quand on lui balance du courant, il vibre. Ok, je vois pourquoi tu disais qu'on n'est pas loin de l'acutron. Mais c'est encore autre chose, ça. Bah ouais, sinon, ce serait trop facile. Dans le cas de la montre à quartz, on n'est plus tout à fait dans un fonctionnement mécanique comme l'étaient encore les premières montres à diapason. Par contre, on profite des propriétés du quartz d'être encore plus stable et surtout de vibrer à une fréquence bien plus élevée que tout ce qu'on a utilisé jusque-là. Car un quartz, comme celui qu'on utilise dans une montre quand il est soumis à un courant électrique, va vibrer à exactement 32 768 Hz, ce qui est 8000 fois la fréquence d'une montre mécanique. Ah, quand même, ça fait une sacrée différence. Mais du coup, on utilise les vibrations du quartz comment? C'est pas directement des vibrations qui font avancer le mouvement? Non.
C'est là où le circuit intégré prend toute son importance dans une montre à quartz. Le cristal de quartz sert uniquement d'organe réglant comme le balancier spiral dans une montre mécanique. Il n'est plus du tout moteur. Si on reprend les éléments habituels, on a une pile qui vient fournir l'énergie de la montre. Jusque-là, rien de nouveau, on est d'accord. Effectivement, cette pile vient ensuite alimenter le circuit électronique qui se charge de pas mal de choses. Il vient alimenter le quartz en électricité, il compte et divise les vibrations du quartz, il permet de corriger la marche et alimenter les différents moteurs et complications. Et finalement, si on a un affichage digital, ben il l'alimente aussi. Et c'est là où le chiffre annoncé avant devient intéressant pour la vibration du quartz. Si on vient diviser 15 fois 32 768 par 2, on arrive exactement à 1 et pas une virgule de plus. Attends, donc dans toutes nos montres à quartz, le circuit intégré vient compter les vibrations du quartz et toutes les 32 000 et quelques vibrations, il envoie une impulsion électronique ailleurs. C'est exactement ça. Et le ailleurs, eh ben c'est dans un moteur pas à pas. Le même qu'on utilise dans tous les projets de domotique. Bon, mais du coup, on va quand même peut-être rapidement expliquer comment est constitué un moteur pas à pas d'une montre. En même temps, hein, on n'est plus à ça près. Du coup, ce type de moteur est assez simple et permet de transformer une impulsion électrique en un mouvement circulaire. Pour ce faire, les moteurs sont constitués de 3 parties. En premier, on a le rotor, qui est la partie qui tourne et qui est un aimant, et qui va, dans le cas des montres, constituer le premier pignon du rouage. Ensuite, on trouve le stator, c'est la partie fixe du moteur, et qui vient entourer le rotor. C'est par lui que le flux magnétique va faire tourner le rotor. Et enfin, une bobine montée sur le stator, qui vient créer le champ magnétique par effet d'induction, et qui vient traverser le stator. Donc pour résumer le tout, on a notre circuit qui vient compter les vibrations du quartz, puis toutes les temps de vibration vient envoyer un courant dans la bobine qui passe par le stator et fait tourner notre rotor, qui n'est autre que le premier mobile du rouage, et qui du coup vient entraîner tout le reste du rouage et fait fonctionner notre montre, c'est ça? C'est exactement ça. Après, on pourrait creuser plus spécifiquement comment fonctionne un moteur pas à pas et les différentes variantes, mais je pense qu'on est déjà bien assez rentré dans les détails, hein. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là, je crois qu'on a déjà bien couvert le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez les notifications pour être au courant des prochaines vidéos et participer, c'est ce qui marche le mieux. Si vous aimez et voulez qu'on continue ce genre de vidéos, partagez-les, lâchez-nous un pouce bleu, tout est toujours bon pour le référencement. Et si vous voulez avoir des infos en avance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on essaye d'être au maximum présent, que ce soit sur Facebook ou Instagram. En attendant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus ce sujet, on vous met toutes les sources en description. Du coup, on vous souhaite tout de bon et à la prochaine. Transition point technique. Donc, les montres de diapason, D'ailleurs, cette pendule existe toujours et se trouve au musée international de... Ces derniers visant à se placer à l'intérieur des... Viens. Le diapason Attends. a une... Non. Par contre, on profite des propriétés... Mais du coup, comment on utilise les vibrations du quartz pour... On est décalé. Contre les vibrations du quartz, toutes les... Putain, je sais pas pourquoi c'est décalé.